Bonjour à tous, mon nom est Marie-Christine Richard et c'est avec un immense plaisir que je vous accompagne au fil des émissions destinées à vous faire connaître les ressources communautaires de la MRC de Drummond et de la MRC des Mascoutins. Le milieu communautaire offre un éventail de services souvent méconnus de la population et LPV se donne comme mission de vous les faire connaître. Cette semaine, LPV vous fait découvrir la ressource Ensoleil Vent. En première partie, nous avons rencontré Mme Jacinthe Dard, directrice générale de la ressource. Bonjour Jacinthe. Bonjour. J'aimerais aujourd'hui que tu nous parles en fait des débuts de la ressource de l'Ensoleil Vent. En fait. Oui, tout à fait. Ensoleil Vent, ça fait 31 ans que ça existe. C'est issu d'un mouvement de bénévoles qui se sont mis ensemble, qui ont acheté la première maison qui a été le refuge, qui est juste ici dans notre cour. Leur première motivation était vraiment l'itinérance, mais la crise santé mentale aussi, qui est liée à ça. Fait que ça a duré 10-15 ans comme ça, d'hébergement de façon volontaire pour offrir du rétablissement à des personnes vivant un point de rupture, une crise émotionnelle forte. C'est sûr que les premières personnes aidées étaient beaucoup issues de la désinstitutionnalisation. Avec le temps, ces personnes-là, le phénomène de l'itinérance a changé, de l'urgence sociale. Aujourd'hui, maintenant, la désinstitutionnalisation, les gens ne sont plus pour la plupart. Fait qu'on doit avoir un 5 % de personnes qui sont en itinérance chronique pure et dure qu'on appelle. Puis on dessert à peu près 400 personnes différentes par année en hébergement. Wow, donc 400 personnes hébergées ici, là, oui, directement à la ressource. Oui, tout à fait. Puis, quelles sont les principales différences des débuts de la ressource versus la ressource d'aujourd'hui en 2017? L'organisation des services. Okay. En fait, quand on recule là, à l'époque, en 1984, des services communautaires, il n'y en avait pratiquement pas. Ça a été l'explosion aussi. Les gens ont commencé à se mobiliser pour créer des ressources manquantes. C'était issu d'un mouvement par et pour, ce qu'on est toujours aujourd'hui, mais c'est quand même des bénévoles, des gens qui se sont mis ensemble, qui avaient à cœur vraiment ce niveau vocatif-là. C'était un mode très commun aussi à l'époque. Donc, les gens qui travaillaient habitaient les lieux. Aujourd'hui, on est vraiment un hébergement de crise, d'urgence sociale, avec un gros débit. On travaille en collaboration systématique avec le réseau public, les policiers, l'hôpital, le CLSC, les partenaires communautaires aussi qui travaillent en urgence aux besoins de base de la personne. Fait que contrairement à ce qu'on peut entendre, on n'est plus des bénévoles, maintenant on est des employés. Les gens sont formés aussi pour travailler dans ce milieu-là. Donc, des intervenants qui ont une formation là, pour justement intervenir de façon adéquate auprès d'une clientèle. Une formation ou un vécu significatif, okay. Dans le sens que le parcours n'est pas négligé ou négligeable. Les gens peuvent avoir des formations dans des domaines parallèles aussi, connexes, mettons en criminologie ou mais qui ont un intérêt fort pour l'être humain, un vécu significatif aussi en lien pour la relation d'aide. Parce qu'on a beaucoup de formations à l'interne qu'on va offrir selon les problématiques qui changent, elles, aux 5-10 ans. OK. Qu'est-ce qui amène les gens à utiliser le service ici à la ressource? Bien, en fait, c'est vraiment, on est de l'urgence sociale de dernière ligne, c'est un point de rupture. La crise, quand on regarde l'ensemble des problématiques, c'est sûr qu'on tient de façon statistique que les gens vont avoir des difficultés conjugales ou vont vivre des crises psychosociales, mais il y a une majeure, il y a quelque chose qu'on retrouve chez chaque individu, et c'est ce point de rupture-là, la situation de crise. Un être humain a une capacité limite à vivre du stress puis à vivre des épreuves. Fait que souvent, les gens vont tarder à aller chercher de l'aide, puis à un moment donné, tout bascule. Fait que je dirais que la plupart des gens qui vont venir ici, soit viennent de le vivre ou l'ont vécu à quelques reprises dans leur vie. Fait que c'est ce qui va les amener là, de façon plus ponctuelle ici au refuge. Est-ce que ces gens-là sont toujours référés à ce moment-là ou ils peuvent y arrivent de façon ponctuelle? Comment ça fonctionne? Mais ici, on est ouvert 24/7. On est ouvert autant à la communauté qu'aux partenaires. Fait que c'est sûr que tout fonctionne en termes de nombre de places. On ne prend pas de réservation. Mais n'importe qui peut nous appeler en tout temps ou venir cogner sur place pour évaluer si on a de la place. Puis si on n'en a pas, on va trouver une solution alternative là, pour la personne. OK. Fait que oui, les gens peuvent se référer eux-mêmes, se faire référer par membres, amis, famille ou partenaires. OK. Puis, en fait, tout à l'heure, quand tu parlais de références via le centre hospitalier, tout ça, ça se peut que ces gens-là étaient des gens qui étaient hospitalisés puis qui ça sont... arrive très fréquemment, oui. On a des ponts directs comme ça avec l'hôpital parce que
Souvent, dans des crises comme ça en santé mentale, la famille est interpellée la première fois, la première hospitalisation, elle est très proche de l'individu. Deuxième hospitalisation, c'est pas rare que la famille commence à être épuisée d'un besoin d'aide. Troisième ou quatrième hospitalisation, des fois la famille est occupée à s'occuper d'elle, elle est épuisée en termes de ressources, elle n'a pas eu de soutien, elle va couper les ponts. Donc, il y a un essoufflement du milieu naturel à ce moment-là. Tout à fait. Okay. Fait que là, ça va basculer vers des hébergements, des ressources communautaires. Donc, c'est souvent dans le cas où il y a un essoufflement du milieu, de la famille, des proches, que la personne se retrouve justement sans endroit où aller, là, sans... Tout à fait. Les familles rapetissent, les milieux sont plus petits. Si je regarde comparativement, moi, mon vécu, mon histoire familiale, où c'était automatique, là, ma grand-mère, elle avait 10 enfants, s'il y en avait un qui dysfonctionnait, elle demandait aux autres de s'occuper d'eux. Tandis qu'aujourd'hui, les gens sont enfants uniques ou ont 2, 3 enfants. Les milieux familiaux sont très explosés. Fait que le tissu social est faible. Ça, on l'identifie quand même beaucoup. Puis moi, je trouve que c'est une des choses qu'on essaie beaucoup de contrer, un moteur de souffrance étant la solitude. C'est pas rare, nous, que les gens vont venir ici. C'est sûr, c'est un milieu de vie, c'est un hébergement, c'est pas l'idéal, mais ce qui est le plus difficile pour eux après un logement, c'est souvent de retrouver une certaine solitude qui va découler dans un isolement. Est-ce qu'il y a des suivis post-hébergement qui sont offerts? Ça fait 15 ans qu'on fait du suivi post-hébergement ici en Soleil-Vent. On a une équipe de 2 personnes qui travaillent qu'à ça. Fait qu'ils vont faire les démarches à l'externe. Fait que la personne est hébergée ici, elle a besoin d'aller rencontrer un médecin ou d'aller chercher des choses ou d'être accompagnée dans sa démarche d'aide sociale. On les accompagne. Après, c'est sûr qu'on est beaucoup dans l'accès au logement. Fait qu'on va avec eux trouver la ressource nécessaire, le logement ou la chambre. Puis s'ils le désirent, on va continuer à faire un suivi avec eux pour éviter là, que la situation se reproduise. Donc, vous misez sur l'accompagnement puis sur la réinsertion, la réhabilitation, si on peut dire, Nous, au sein de la communauté. Quand on a commencé à faire ça, ça a diminué là, les retours au refuge. Quelqu'un qui pouvait venir 3, 4, 5 fois dans une année, mais va venir juste une fois, puis on va peut-être le revoir dans 2 ou 3 ans, tout dépendamment, ou va venir chercher de l'aide avant de rebasculer. Mais nous, c'était vraiment... ça a amené beaucoup de solutions en termes de pas juste travailler au niveau de l'urgence, mais d'établir un pont avec le rétablissement à longue durée de la personne. Effectivement. Puis c'est d'offrir aussi à la personne un coffre d'outils, dans le fond, tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse continuer puis mieux fonctionner. Puis aujourd'hui, en 2017, on n'a plus besoin de vendre cette pratique-là. C'est quelque chose qui a fait ses preuves déjà. Oui, c'est ça, vraiment, parce qu'on se rend compte que les gens ont des besoins d'urgence, mais après, ils ont quand même des choses qui les ont amenés là, à se désorganiser à un tel niveau. Peux-tu nous faire un portrait des services que vous offrez? Les à part ceux dont on a déjà parlé jusqu'à maintenant. En fait, là, dans la grande ligne là, de ce qui est accès à la population, on a l'hébergement ici, urgence sociale, crise. On fait du suivi en logement. On fait beaucoup aussi de dépannage. C'est pas rare qu'il y ait des familles qui vont venir nous voir parce qu'ils ont des besoins spécifiques ou des gens en difficulté. Fait que là, des fois, c'est de l'accès à des services ou des accès de cartes. On fait ces démarchages-là quand c'est possible. Sinon, on a d'autres partenaires avec qui on va référer. Fait qu'on a vraiment l'hébergement. On fait aussi de l'hébergement de moyenne durée. On a une autre maison qui est ici court à court, mais qui est plus de façon autonome. Là, on ne fait pas un suivi systématique avec ces gens-là. Ça dépend de l'offre et la demande. Ça, c'est dans nos services. On fait aussi les travaux communautaires et compensatoires. Fait que l'insertion au travail. On a des programmes d'insertion au travail en cuisine, en entretien. Puis on aide les gens à passer à travers là, le problème juridique. Fait qu'on va faire des travaux compensatoires et communautaires avec eux. D'ailleurs, pour pouvoir aller plus loin là-dedans, on est dans un projet, une terre agricole pour amener les gens à développer encore plus, nous, le plateau de travail, puis les gens en insertion au travail. En fait, cette initiative-là a été inspirée par un documentaire qui est très populaire là, ici maintenant, c'est Demain, qui est un documentaire axé sur les solutions de la planète en termes d'énergie renouvelable, d'économie circulaire. Fait que ça a beaucoup inspiré l'équipe de travail à dire
Ben, ça prend une communauté, ça prend une action sociale pour faire quelque chose. Puis quand c'est bon pour tout le monde. Moi, c'est le bout que j'ai retenu. Quand c'est bon pour tout le monde. Comme on dit sur la conscience environnementale. C'est ça, la conscience environnementale, mais beaucoup plus loin aussi de dire que quand je travaille, je fais pas de perte et toutes les ressources sont utilisées et ont un gain. Fait qu'il y a tout un principe autour de ça. Il parle d'éducation, il parle d'alimentation. Fait que nous, ça nous a beaucoup inspiré à dire on va développer un projet pour que les personnes qu'on aide deviennent le moteur de leur vie à travers des projets. Parce que la dignité humaine, c'est important, puis c'est la base. Puis un coup, on a hébergé quelqu'un puis qu'on l'a nourri, on a fait un bon bout, la personne est beaucoup mieux. Mais le deuxième enjeu, c'est le travail. C'est moi, comme individu, qu'est-ce que je fais dans ma communauté ou pour moi, qui est l'action. Fait que, tu sais, ça, c'est un... Puis c'est important d'avoir des structures qui permettent de suivre la personne là-dedans parce que le travail, comme on le connaît, c'est pas tout le monde qui peut le maintenir selon sa situation. Si la personne est en dépression majeure, elle a ses bonnes et ses mauvaises journées. Si la personne a des problèmes de consommation, ça se peut qu'elle soit efficace une semaine puis pas la semaine d'après. Fait que ça prend des projets qui permettent ça puis qui ont un impact direct sur leur réalité de vie à eux. Donc la reprise du pouvoir là, sur la vie de... Oui. Et nous, on vise un petit peu plus loin, leur coût de vie. On aimerait ça que ce soit des légumes qui soient produits ou certaines choses comme... il y a une idée en cours, là, parce que c'est sûr qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir produire qui va pouvoir servir au refuge et au retour aux gens qu'on aide. Fait que là, on avait une ligne peut-être de faire des serres verticales puis des produits d'entretien biologique pour... mettre en vrac pour que les gens puissent remplir le pot, partir avec sans nécessairement payer aux contributions volontaires. Fait que là, on a un impact minime, mais quand même sur le coût de la vie pendant que tu n'as pas de produits d'entretien à acheter, bien au moins tu peux continuer à faire l'entretien de ta maison. Effectivement. Donc, on réfléchit beaucoup sur le coût de la vie, comment on peut aider les gens. Le par-épaule est mis de l'avant aussi beaucoup. Oui, vraiment. Puis dans ce projet-là. Les membres... Les gens veulent s'impliquer. Les bénévoles aiment ça, donner de leur temps quand c'est valorisant, quand c'est bien fait, quand ils peuvent passer leurs connaissances. Puis de voir aussi les résultats qui sont produits par un projet. Puis c'est presque direct, là, en fait. Là. Merci beaucoup, Jacinthe, pour ta participation à l'émission. Ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir pour nous de mieux faire connaître la ressource au cas où des gens pourraient avoir besoin de nous. Ça a été bien intéressant. Merci, Marie-Christine. Nous sommes également entretenus avec Jack Brisson, intervenant, qui nous a présenté le volet de l'intervention ainsi que le fonctionnement d'une admission à la ressource. Bonjour Jack. Bonjour. J'aimerais en fait que tu nous parles de la trajectoire d'une demande de service ici à Ensoleillement, en fait, de quelle manière ça fonctionne quand quelqu'un fait appel à vous. Parfait. Il y a environ 3-4 façons que le monde peut faire appel à nous. Il y a soit par téléphone, par référence d'amis, référence d'autres ressources, ou qui viennent directement à la porte, dépendamment de la situation. Quand c'est dans l'urgence plus extrême, que c'est directement à la porte, qu'il n'y a pas de fil de référence, à ce moment-là, on check avec la personne son besoin actuel. Est-ce que tu as besoin d'hébergement, tu as besoin de manger, quoi que ce soit. Fait qu'on prend le temps, un petit 2-3 minutes avec, on va chercher de l'eau, on la fait manger si besoin il y a. Après ça, on regarde avec son histoire, le pourquoi du comment qu'elle a besoin d'un gîte. Ça peut être problématique au niveau de la colocation. Son coloc l'a mis dehors pour dispute, s'entendre plus, histoire de drogue. C'est toujours issu d'une crise là, à ce moment-là. 80% du temps minimalement. Ça peut être problème de couple, c'est que la personne n'a pas d'autres réseaux, que c'est un couple un petit peu malsain, que souvent les deux personnes consomment, qui sont désorganisées sur de la santé mentale. Fait que ça fait un engrenage, un cercle très vicieux à ce moment-là. Directement, mettons, à la rue comme ça peut être quelqu'un qui est sur le pouce, un routeur, un globe-trottoir, un globe-trotteur, ou quelqu'un qui connaît la ressource aussi également. Les personnes connaissent la ressource. Après que ça ait vu une ou deux fois, ils viennent plus directement à la porte. OK. Puis en tant qu'intervenant, quand quelqu'un vient cogner ici à la porte, la personne est en crise, ici à Ensoleillement, quelle approche vous utilisez? De quelle façon on accueille les gens qui sont en crise? On essaie de la rassurer le plus possible, dépendamment des circonstances. Là. C'est si la personne est désorganisée au niveau qu'elle n'est pas stable à cause qu'elle est en consommation. C'est sûr que ça se peut qu'on
On essaie de la C'est calmer. d'aller Puis si on diminuer voit le niveau de qu'elle a tension. juste consommé un petit peu, on peut la laisser reposer. OK. Mais si on voit qu'elle n'est pas en état stable, puis qu'elle est juste pas collaboratrice au niveau comportemental, que ça nuit à son comportement, là, on peut lui demander d'aller à l'hôpital, ou si ça ne marche OK. pas, on peut toujours appeler la SQ au besoin. Ou on peut donner, des fois, on a des 5 de Tim Hortons Subway. Le Tim Hortons est 24 heures, fait que ça permet des fois de dégriser si elle n'est pas trop imbibée, ouais. puis qu'elle revienne un peu plus en forme avec un pas de recul si elle est trop impulsive à ce moment-là. OK. Donc, il n'y a pas d'accueil ici qui se fait quand la personne est soit vraiment en crise, désorganisée ou agitée ou... Mais c'est surtout quand elle est en consommation qu'on OK. va reculer l'accueil, puis si elle est trop agitée, on va prendre un petit pas de recul. Moi, c'est ma façon de fonctionner, je vais OK. prendre un 5-10 minutes, dépendamment, ou d'aller prendre une marche, puis si tu vois que tu essaies de lui poser des questions, puis qu'il n'y a pas de réceptivité, à ce moment-là, le pas de recul est important. Est-ce qu'il y a une politique au niveau de la consommation, justement, dans la Oui. ressource? Dans le fond, c'est techniquement, sur les règlements, quand on est lié aux résidents, c'est pas de consommation. Oui, quand la personne, c'est ça, c'est en consommation très, très basique, mettons qu'elle a bu une bière, ça sent pas trop être tranquille, on peut la laisser se reposer. Puis aussi, c'est discret dans la maison. Si la maison, il y a plein de monde, puis c'est déjà un petit peu la désorganisation Ouais. intense, là, on va moins le tolérer. Puis si la personne collabore. Mais tu sais, il va y avoir un avertissement ou deux, puis après ça, il peut y avoir comme... hier, entre autres, j'ai eu un jeune homme qui, sa première journée, il revient en consommation de speed. Il n'a pas été invincé, il a eu quand même une bonne collaboration. Il n'a pas fait il n'a pas désorganisé toute la maison pendant la nuit. Ce qui aurait pu arriver, il y aurait probablement une injection sur le champ. Puis il y a un an qui l'a dit quand il a été confronté à ça. Fait que là, il y a une conséquence. Pendant 3 jours, il faut qu'il rentre à 5 heures. OK. C'est pour éviter justement qu'il retombe dans son pattern de consommation. À la première journée aussi, c'était assez intense. On avait quand même averti, puis il disait qu'il y avait certains problèmes. Fait que souvent, on axe là-dessus au niveau de la consommation d'alcool ou de drogue, parce que c'est souvent ce qui est le problème de la désorganisation, quand que c'est très intense. Puis, fait que c'est vraiment du cas par cas au niveau de si on les tolère en consommation ou pas. Puis c'est sûr qu'à leur arrivée, plus que ça commence dès le départ, moins que c'est toléré. Là. Surtout quand il y a des personnes qu'on connaît qui sont comme des récidivistes ou des consommateurs. Qui viennent constamment. Fait que c'est sûr qu'on va être un peu plus strict avec eux. Là. Là, je dis récidivistes, mais je veux dire dans le sens où... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, la clientèle récurrente. Oui, exactement. Donc, vous fonctionnez aussi avec l'accueil téléphonique, je crois? Oui, qui fonctionne, comme je disais précédemment, par référence soit d'organisme ou par référence familiale ou peu importe. Fait que la personne, elle appelle, elle a entendu parler de notre ressource. Fait que c'est un petit peu comme à la porte, on lui pose des questions. Il y a une évaluation des besoins à ce moment-là qui est faite. Et surtout si la personne est à l'extérieur, on prend le temps de vraiment poser pour pas qu'elle s'en vienne ici juste parce qu'elle a besoin d'un toit, puis que nous, ça se peut que dans 2-3 jours. Que ça ne réponde pas à son besoin. Exactement, puis qu'on n'ait pas nécessairement place pour eux, parce qu'on va quand même privilégier la clientèle locale avec la clientèle extérieure, parce que notre mandat est pour ça. On n'est pas contre la clientèle extérieure, mais on va un petit peu plus la questionner pour qu'elle s'assied vraiment pour des bonnes raisons, qu'elle ne vienne pas juste en touriste, entre guillemets. Il y a déjà beaucoup de monde à la porte qui vient en touriste, fait qu'on essaie de filtrer si on est capable. L'autre façon de référer qui est très différente, c'est par des organismes. L'hôpital, la SQ, les maisons de thérapie, les autres organismes communautaires. Puis souvent, ça va arriver de l'extérieur aussi. Les CLSC extérieurs, ça arrive très souvent. Fait que là, on check le besoin, le pourquoi du comment, puis on analyse si c'est pertinent que la personne vienne ici. OK. Parce qu'il y en a des fois, c'est juste pour se promener d'une place à l'autre parce qu'ils sont un petit peu barrés un peu partout. Il y en a parce qu'ils ont eu des comportements inacceptables, des comportements qui n'étaient pas fait, tolérés ailleurs. L'abus de ressources, la manipulation, la violence, l'agressivité, des menaces, des trucs du genre. En général, quand le monde sont barrés de plusieurs ressources. Là. Puis en général, est-ce que l'équipe d'intervention est au courant ici ou vous la prenez par la bande? Bien, quand la personne nous a référé de l'extérieur, c'est le temps de poser des questions. Okay. Puis sinon, nous, on fait toujours signer une déviation d'infos à l'entrée. Ça nous permet de vérifier les antécédents de la personne si on a des doutes sur quoi que ce soit, pour mieux connaître la personne avec qui on fait affaire. OK. Puis, quand la personne est accueillie ici, là, il y a son admission et tout ça, comment se passent ses premiers jours? Est-ce qu'il y a c'est quoi l'approche au niveau de l'intégration de cette personne-là avec les autres résidents? Comment ça se passe? Au début, on l'accueille, on check le topo de la situation, on dit on va t'héberger pour 24 heures, on va te laisser comme te reposer un petit peu. Redescendre la tension. Le lendemain, on évalue. Des fois, c'est juste quelqu'un qui a besoin du point A au point B, il repart. Si la personne a besoin de rester, comme là, j'en ai 2 qui sont arrivés ce matin, j'ai donné leur évaluation d'observation jusqu'à lundi. On prend le temps de les connaître, voir si au niveau comportemental, ils fit, au niveau de l'attitude, au niveau du respect des règlements, s'ils sont motivés. Puis,
que tout y aille bien. Parce qu'ils sont au courant qu'il y a un code de vie. Là, ici. On a le règlement dès le départ de l'accueil. Dans le fond, on fait un petit 5 minutes, 10 minutes de topo, des fois 15. C'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas un accueil qui est pareil. Un accueil peut durer 5 minutes comme un accueil peut durer 1 heure et quart. C'est très personnalisé, en fait. Effectivement. Surtout quand c'est un accueil répétitif, là, on peut faire ça vraiment très rapidement. On dit les grandes lignes à la personne, les motivations. Oui, parce que la cueillette de données est déjà faite à ce moment-là. Exactement. Absolument, quand on connaît les règlements par cœur, on les voit sur des lignes principales qui fit avec eux, là, tout simplement. Mais quelqu'un qui n'est jamais venu, on prend le temps de se faire visiter la maison, qu'il soit à l'aise le plus possible. Puis c'est pas toujours évident, quelqu'un qui est en situation aussi situationnelle, que j'appelle, qui ne reverra jamais ça de sa vie, et complètement déstabilisé. Des fois, la personne va vouloir se sauver parce qu'elle n'est pas à l'aise avec la clientèle qui est un petit peu plus santé mentale. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus délicat. Puis, avec elle, on va checker, bon, est-ce qu'on a besoin d'un revenu? Moi, je demande toujours la question téléphoniquement ou quand la personne vient me voir, ton âge, ton revenu. Est-ce qu'il y a un coût aussi pour... C'est 5 $ par jour. Okay. On s'entend que c'est du cas par cas. Ceux qui sont capables de payer, on les fait payer. On peut faire des ententes de paiement. Des fois, on dit, casse-toi pas la tête avec ça, si ça donne, on s'arrangera. C'est sûr qu'avec la clientèle qui revient, là, on va plus sensibiliser parce que souvent, il va y avoir de l'abus un petit peu, puis il y en a qui vont se fier beaucoup à ici pour mieux dépenser leur argent dans leur vice ou dans d'autres choses. Puis, si la personne, si elle va aller en thérapie, n'importe qui me dit qu'il va aller en thérapie maintenant, dans 24 heures, maximum 48 heures, à mon conseil le week-end, il y a une thérapie qui va venir le chercher. On a des contacts directement avec des thérapies qui viennent chercher. C'est quoi les ressources à ce moment-là au niveau de la mettons, la plus proche, ça va être le pavillon La Soude à Saint-Guillaume. Tu as aussi la Nouvelle Vie à Amsud. Wow, donc ces ressources-là se déplacent pour venir chercher. Exactement. Ah oui. Parce que le pourquoi il y a plusieurs thérapies qui le font, c'est que quand le besoin est là, 2 jours dans les tard, médias, il est trop tard. Exact. La personne va soit rejetée ou elle va penser qu'elle est guérie. Fait que dans les médias, c'est magique, c'est parfait comme ça. Fait que ça permet de pallier ça. Puis la personne va aller en thérapie, ça peut être de 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Il y a différentes sortes de thérapies. Aussi, on va checker avec ses besoins, comme ici, on a l'auberge Chiard, qui est Habitation, qui est pour les jeunes. Fait qu'un jeune qui n'a pas trop de revenus, qui est un petit peu ambigu dans sa vie, qui a besoin de temps, je vais le référer immédiatement à Habitation. S'il est motivé, minimalement, puis c'est la première fois qu'il vient, ils vont lui donner une chance. OK. Il faut juste qu'il soit motivé. Parce que si la clientèle, c'est adulte, donc il n'y a pas d'âge. C'est 18 ans jusqu'à temps que la personne est autonome. Le maximum d'âge, c'est le manque d'autonomie. C'est pas compliqué. OK. Si quelqu'un arrive de 84 ans ici et qui est totalement autonome, on peut lui donner un coup de main. C'est plus rare que ça arrive parce que souvent, les personnes à cet âge-là qui sont un petit peu désorganisées, il va y avoir des problèmes cognitifs reliés à ça. Il faut avoir quand même des bons suivis. Les personnes qu'on a un peu plus âgées qui ont des problèmes cognitifs, ça va être des personnes un peu plus marginales qui ne veulent pas adhérer au système. Parce que, règle générale, il y a des très bons suivis avec le CLSC là-dessus. Il y a des troubles de santé mentale aussi qui sont combinés. Oui, effectivement. Puis des il y a un troubles historique là, à ce moment-là. Qui vont en vieillissant, malheureusement, qui vont y aller avec la consommation. Des fois, il y en a qui ont des problèmes de consommation. Avec le vieillissement, ça l'empire. La capacité d'accueil ici, la capacité d'accueil, on a 9 lits réguliers. OK. Qui sont disponibles. Tant qu'ils sont disponibles, on peut mettre quelqu'un dedans. Par contre, on a 2 autres lits, qui est des lits d'urgence qui sont commandités par le CLSC, OK. l'hôpital et la SQ. Ah. On peut refuser quelqu'un, même si on a 2 lits, parce qu'eux, on doit les avoir libres en tout temps, mais au moins un en tout temps. OK. Fait que, c'est-à-dire, exemple, si j'ai un appel de la SQ, c'est mon dernier lit, je peux le donner. Mais tu sais, exemple, s'il appelle plus tard, je l'ai déjà donné. Mais si j'en ai pas donné de la journée à SQ, hôpital ou CLSC, je dois toujours en avoir le soir de disponible. Puis souvent, ça va arriver les nuits, surtout pour les appels de la SQ. OK. La SQ réfère que de nuit, à 80 %. Puis un cas comme ça qui est référé de nuit, ça peut être quel genre de situation, exemple? Chicane de couple. OK. C'est très, très, très souvent, ils appellent la police, il y a eu les problèmes de consommation, ils sont pitchés des affaires, il y a eu violence de quelconque. Comme je disais, dans le fond, quand la personne n'a pas de place, ça reste toute carrière dans la ville. Parce qu'au niveau de l'itinérance proprement dit, à Drummondville, ça existe plus ou moins. Les itinérants qui sont vraiment itinérants, ils le font dans des places très cachées, très stratégiques. Fait que si la personne traîne, la police la ramène ici. Puis si la personne est désorganisée mentalement, à ce moment-là, on va référer à l'hôpital si elle collabore. Si elle ne collabore pas, il va y avoir un service puis une zone grise qui vont... Ça va être le balancement entre l'hôpital ici, la SQ puis le CLSC. Donc on parle plus de personnes qui sont sans domicile fixe, plus que d'itinérance comme telle. Effectivement. Sans domicile fixe, ça va arriver souvent. Je dirais au moins 30 % de la clientèle qui se promène de place en place. Ils font un petit bout chez les parents, ça marche pas, chez des amis, copains, puis... J'en ai, présentement, j'ai 8 résidents dans la ressource, puis j'en ai 3 qui c'est des sans domicile fixe,
plus classiques, entre guillemets. Donc, ils ont des trajectoires circulaires un peu ou cycliques, là, si on veut, Exactement. qui vont de un à l'autre. Puis il y en a qui se promènent de ville en ville aussi, là, qu'on appelle ça des globetrotters. Ou on a des itinérants de carrière, entre guillemets, qui connaissent quasiment tous les refuges du Québec, là, qui m'ont aidé beaucoup dans mon renseignement sur les refuges. Ah oui? On apprend beaucoup avec ces vieux routards, entre guillemets. Beaucoup d'expérience de vie. Effectivement. Fait que, Ta plus grande réussite en tant qu'intervenant ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend fier, une intervention qui t'a... Bien, vite fait, c'est dur à dire parce qu'après 9 ans d'intervention, ce sera une bonne réflexion, mais une réussite tout le temps, c'est quand tu réussis à placer quelqu'un, puis tu fais un bon bout de chemin avec, puis tu es parti d'une situation très difficile, puis tu as vu le cheminement qui est incroyable, que la personne elle est restée, puis elle vient de voir, puis elle est vraiment contente. Tu vois l'évolution que tu as faite de quoi, tu n'as pas juste pallié pour, dans sa vie, un petit moment de répit, mais c'est ça notre mission, c'est un petit moment de répit, de repos, dépendamment. Des fois, il y en a qu'on fait juste ça avec certaines personnes, mais c'est quand tu as réussi à faire un bon cheminement. Quand ça porte tes fruits, quand il y a des résultats là, qui sont visibles. Puis, mais j'ai un monsieur que j'ai connu, qui était mon ancien voisin à l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années. Puis ce monsieur-là, il était alcoolique, puis ça s'est vraiment détérioré à l'extrême. Il a eu une job pendant un certain temps, une son salariale de 6 mois. Puis finalement, il y a eu ça a été recontinué. Il a eu ça pendant 2 ans, jusqu'à temps qu'il y ait eu un événement très dramatique qui l'a replongé dans ses vices à l'extrême, puis qu'il l'a laissé aller. Puis il est venu ici, on l'avait eu 2 semaines, parce qu'il était à l'hôpital, parce que psychologiquement, il ne se sentait pas apte. Puis ça a été il y avait des idées noires, des idées suicidaires. C'était de son propre chef. On l'a repris 2-3 semaines, le temps de vraiment tout de remettre en ordre ses idées, puis qu'il prenne confiance en lui. Après ça, il est au tremplin 3 mois, puis maintenant, il est sur une pente croissante. Wow! C'est une belle réussite. Oui, mais ça, on a pris le temps avec, mais c'est pas toujours évident de prendre le temps quand la personne est collaboratrice, c'est plus facile. Quand la personne est plus réticente, c'est plus difficile. Fait que c'est s'ajuster à ça. Moi, il n'y a pas avec une personne que j'agis pareillement. Est-ce que les gens souhaitent communiquer avec Ensoleil Vin? Ils le font de quelle façon? Un numéro de téléphone? Est-ce que vous avez un site web? Une page Facebook? La meilleure façon pour des informations, c'est d'appeler téléphoniquement sur la ligne d'intervention qui est le 819-478-2175. OK. Il y a aussi la ligne administrative qui est une autre option, au 819-478-3810. C'est plus facile d'accès vu qu'il y a plus de lignes. OK. Puis il y a aussi par courriel, pour le courriel du refuge de l'intervention, qui est le refuge@ensoleilvent.org. Bien, merci beaucoup pour ta participation à l'émission. Bienvenue! J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle a su accomplir sa mission première, celle de vous faire connaître les ressources qui sont à votre disposition. Vous souhaitez également que votre organisme à but non lucratif profite de cette visibilité? Rendez-vous en ligne sur le site de Zone TV à zonetv.org pour y déposer votre candidature. Nous souhaitons remercier l'équipe de la ressource pour sa participation à l'émission et nous, on se dit à la semaine prochaine.